Nous vivons avec un esprit saturé. Nous courons, pensons, répondons, mais rarement nous respirons calmement. Nous nous sommes habitués à un esprit pollué par l'excès, excès d'informations, de bruit, de comparaison. Et le pire, c'est que nous le voyons désormais comme quelque chose de normal. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit n'est pas né pour être en guerre avec lui-même. L'esprit a besoin d'espace. Il a besoin de silence. Vous ne pouvez pas trouver la paix si votre tête est pleine de choses qui ne vous appartiennent pas. La philosophie stoïcienne l'a compris il y a des siècles. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous pensez, mais vous pouvez décider quelles pensées vous nourrissez. Les neurosciences le confirment. Lorsque vous apprenez à observer sans réagir, le cerveau change. Les centres de stress s'éteignent et la partie qui vous donne de la clarté s'active. En d'autres termes, le calme n'arrive pas lorsque tout est en ordre, mais lorsque vous apprenez à maintenir l'équilibre au milieu du désordre. Désintoxiquer l'esprit n'est pas un luxe, c'est une urgence. C'est nettoyer la saleté invisible que nous accumulons chaque jour. L'inquiétude, la comparaison, la culpabilité, la surexposition. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais de reprendre le contrôle de ce qui entre dans votre esprit. Ceci n'est pas une vidéo de belles phrases, c'est un entraînement pour votre esprit. 8 leçons pratiques, simples, réelles, des stratégies pour que vous commenciez à respirer à nouveau, pour que vous arrêtiez de vivre en pilote automatique et retrouviez la clarté. Le calme n'est pas l'absence de pensée, c'est la présence consciente. Il ne s'agit pas d'éliminer le bruit, mais de choisir ce qui vaut la peine d'être écouté. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourriez découvrir que la véritable paix ne se cherche pas, elle se travaille. 1. Fais le silence quelques minutes par jour. L'esprit est comme un champ de bataille à l'aube. Les pensées entrent comme des soldats sans ordre. Certains courent, d'autres crient, et toi, au milieu de tout cela, tu essaies juste de rester debout. Vivre avec l'esprit plein de bruit, c'est vivre en guerre constante. C'est pourquoi le silence n'est pas une option, c'est une stratégie. Faire le silence quelques minutes par jour ne signifie pas éteindre le monde. Cela signifie se reconnecter à son centre avant que le chaos ne t'emporte. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de soi-même. Nous sommes tellement habitués à remplir chaque espace avec des stimuli que nous oublions ce qui se passe lorsque nous ne faisons simplement rien. Mais dans cet instant de quiétude, l'esprit commence à se réorganiser, à nettoyer l'excès de pensée qui s'accumule comme de la poussière invisible. Les neurosciences démontrent que le silence active des régions du cerveau qui régénèrent les connexions neuronales, les mêmes qui s'usent lorsque nous vivons saturés de bruit. C'est comme si le cerveau profitait de cet instant pour respirer. Marc Aurèle disait que personne ne peut se trouver lui-même s'il fuit toujours le silence. Et il avait raison. Celui qui ne supporte pas d'être seul avec ses pensées ne se connaît pas encore. Le silence révèle ce que le bruit cache, tes véritables émotions, tes peurs non résolues, les choses que tu repousses à affronter. Mais il te montre aussi quelque chose de plus important, ta capacité à rester calme sans dépendre de rien d'extérieur. C'est dans ces minutes que ton esprit cesse de réagir et commence à observer. Fais de ce petit rituel une pratique quotidienne. Tu n'as pas besoin d'un temple, ni de musique, ni de bougies. Tu as juste besoin de t'arrêter. Éteins ton téléphone, ferme les yeux et écoute. Au début, le silence est inconfortable, parce que ton esprit cherchera à le remplir, mais si tu persévères, tu remarqueras quelque chose de différent. Le corps se détend, la respiration devient plus profonde, et les pensées perdent de leur force. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent de te dominer. Ce moment de quiétude n'est pas une perte de temps, c'est un gain d'énergie mentale. C'est l'entraînement qui te prépare à affronter la journée sans être emporté par le bruit des autres. Si tu ne trouves pas le temps de faire silence, le silence finira par te trouver sous forme d'anxiété, d'épuisement ou de confusion. Le silence ne punit pas, il nettoie. Il ne te retire pas de productivité, il te rend la clarté. Faire le silence, c'est comme réinitialiser le système d'exploitation de l'esprit. C'est une pause consciente où tu reprends le contrôle de ce que tu penses, dis et fais. En le pratiquant avec constance, tu remarqueras comment ton esprit cesse de réagir à chaque stimulus. Les mots offensants ne blessent plus autant.
les problèmes ne semblent plus si grands et les décisions coulent plus naturellement. Parce que le silence n'éteint pas seulement le bruit externe, il baisse aussi le volume de l'interne. Souviens-toi de ceci. Le bruit du monde ne disparaîtra jamais, mais tu peux apprendre à te déplacer au milieu de lui sans te perdre. Le silence est ton bouclier invisible, ton espace sacré, ton moment pour revenir à toi. Consacre-lui quelques minutes chaque jour, et tu découvriras qu'il n'y a pas de plus grande force que celle de celui qui peut rester calme quand tout autour crie. Parce que dans cet instant de silence, l'esprit ne s'éteint pas, il s'ordonne. Et quand l'esprit s'ordonne, tout le reste commence à avoir du sens. 2. Écris ce que tu penses pour libérer ton esprit. L'esprit est comme une pièce fermée, pleine de papiers éparpillés sur le sol. Chaque papier est une pensée que tu n'as pas traitée, une préoccupation que tu as gardée, une idée que tu n'as jamais lâchée. Tu essaies de marcher entre eux, mais tu trébuches encore et encore. Écrire, c'est ouvrir les fenêtres de cette pièce et laisser entrer l'air. C'est mettre de l'ordre dans le chaos invisible que tu portes en toi. Quand tu écris, tu ne fais pas quelque chose de trivial. Tu libères du poids mental. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de l'écriture parce qu'ils pensent qu'il s'agit simplement de mettre des mots sur un papier, mais en réalité, c'est un acte de nettoyage mental. Les neurosciences expliquent que l'écriture de ce que tu ressens active des zones du cerveau liées à la régulation émotionnelle. C'est comme si, en traduisant les pensées en mots, le cerveau comprenait qu'il n'a plus besoin de les garder en rotation. C'est pourquoi, après avoir écrit, on se sent soulagé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. La philosophie stoïcienne pratiquait déjà cette discipline bien avant l'existence de la psychologie moderne. Marc Aurèle écrivait chaque nuit, non pas pour être rappelé, mais pour se comprendre. Ses écrits étaient sa façon de dialoguer avec lui-même, d'identifier ses faiblesses et de les transformer en sagesse. Et tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin d'être écrivain, tu as besoin d'être honnête. Prends un cahier, écris sans filtre, sans chercher des phrases parfaites. Tu ne le fais pas pour publier, tu le fais pour libérer. Écrire ce que tu penses est comme vider un verre qui est sur le point de déborder. Tu ne peux pas te remplir de clarté si tu continues à accumuler des pensées non traitées. Quand tu les mets sur papier, quelque chose change. La peur devient plus petite, la colère se dissout, la confusion prend forme. Écrire est une façon de t'observer de l'extérieur, de voir ce que ton esprit essaie de te cacher quand tu penses sans t'arrêter. Fais-le à ta manière. Tu peux écrire chaque matin ce qui te préoccupe ou chaque soir ce dont tu es reconnaissant. Tu peux écrire des listes, des phrases lâches ou simplement te défouler. L'important n'est pas le format, mais l'intention. Ne cherche pas un sens à chaque mot. Le sens apparaît quand tu les laisses couler. Si tu sens que tu n'as pas le temps, rappelle-toi que quelques minutes suffisent pour vider l'esprit. La différence entre un esprit surchargé et un esprit calme peut se trouver dans une simple feuille écrite. Parfois, nous croyons que penser beaucoup nous rend plus conscients, mais ce qui nous rend vraiment libres, c'est de penser clairement, et cela ne peut être réalisé qu'en éliminant ce qui gêne. Quand tu n'écris pas, les pensées s'accumulent, se répètent et se déforment. Quand tu les écris, tu les observes à distance, et tu peux te répondre avec plus de rationalité. Écrire n'élimine pas les problèmes, mais t'aide à les comprendre sans qu'ils te dévorent. L'écriture est une forme de thérapie silencieuse, un espace où personne ne t'interrompt, où tu n'as pas besoin de prétendre que tu vas bien. C'est l'endroit où ton esprit se dénude et peut se reposer. Parce que tant que tu continues à tout porter à l'intérieur, tu continueras à te sentir épuisé. En revanche, lorsque tu le lâches sur le papier, l'esprit respire et se renouvelle. Pense à ceci. Chaque mot écrit est une charge de moins que tu portes. Chaque phrase que tu libères, c'est une pensée qui cesse d'occuper de l'espace. Tu n'as pas besoin d'écrire bien, tu as besoin d'écrire avec vérité. Et quand tu le fais, sans t'en rendre compte, tu entraînes ton esprit à vivre avec plus de légèreté. Écrire n'est pas une habitude banale, c'est une forme de paix. Parce que celui qui s'écrit, s'écoute. Et celui qui s'écoute commence à guérir. 3.
Calme ton esprit en faisant quelque chose avec tes mains. L'esprit a besoin de mouvement, mais pas n'importe quel mouvement. Le corps est sa meilleure ancre, son rappel que tu es ici, dans le présent, non piégé dans des pensées qui te tirent vers le passé ou l'avenir. Quand les mains travaillent, l'esprit se repose. C'est comme si, en lui donnant une tâche physique, le cerveau lâchait le poids de ce qu'il ne peut pas résoudre. C'est pourquoi les activités simples, manuelles, presque insignifiantes, sont parfois celles qui guérissent le plus. Cuisiner, dessiner, réparer quelque chose, planter une graine ou simplement nettoyer une pièce peuvent devenir des exercices d'attention pure. Nous vivons à une époque où tout est numérique, où les doigts ne touchent que des écrans et où les mains ne créent plus, elles glissent seulement. Mais le cerveau n'a pas été fait pour autant de stimulation sans contact réel. Les neurosciences ont montré que l'utilisation des mains active des régions du cerveau liées au calme et à la concentration, les mêmes qui s'éteignent lorsque tu te perds dans des pensées répétitives. En d'autres termes, lorsque tu fais quelque chose avec tes mains, tu dis à ton esprit de se reposer. Les stoïciens comprenaient ce principe, bien qu'ils ne l'expliquaient pas en termes scientifiques. Ils savaient que le corps était un outil pour entraîner l'esprit. Épictète, qui est né esclave et est devenu un sage, disait que ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu fais avec ce qui se passe. Et se faire n'est pas toujours penser davantage. Parfois, c'est agir simplement, canaliser l'énergie dans quelque chose de tangible. Lorsque tu te sens submergé, au lieu de chercher à te distraire avec un écran, occupe tes mains. Répare quelque chose que tu as remis à plus tard, cuisine calmement, écris une lettre, lave la vaisselle sans te presser. Peu importe l'activité, ce qui compte, c'est la présence. C'est là que la magie opère. Lorsque tes mains bougent, ton esprit s'aligne sur le présent et l'anxiété perd de sa force. Il y a quelque chose de profondément humain à créer ou à bouger les mains de manière consciente. C'est un langage que le corps comprend mieux que les mots. Au moment où tu formes quelque chose avec tes mains, tu formes aussi tes pensées. Le cerveau interprète ce mouvement comme un signal de contrôle et de stabilité. C'est pourquoi, après avoir accompli une tâche physique, tu ressens un ordre mental. Ce n'est pas un hasard, c'est une connexion. Le problème de beaucoup est qu'ils cherchent la paix mentale uniquement à partir de la tête, ignorant que le corps pense aussi, traite aussi, libère aussi. Tu ne peux pas calmer l'esprit sans impliquer le corps. Chaque action simple devient une méditation active lorsque tu la fais avec présence. Et pendant que tes mains travaillent, le bruit interne s'éteint sans que tu aies à lutter contre lui. Faire quelque chose avec les mains est une forme de méditation sans fermer les yeux. C'est être en silence pendant que le corps parle. C'est revenir à l'essentiel. Ne sous-estime pas la tranquillité que peut te donner le fait de plier tes vêtements, de tailler une plante ou de réparer quelque chose de cassé. Ces moments te rendent le sentiment de contrôle et de présence, qui se perd souvent entre les écrans, les pensées et les distractions. Souviens-toi que le corps est le véhicule de l'esprit, et si tu ne l'impliques pas, le bruit mental s'accumule. Lorsque tu bouges les mains, tu équilibres ce que tu penses avec ce que tu fais. Calmer l'esprit ne nécessite pas toujours du silence ou une réflexion profonde. Parfois, il suffit d'agir. Une action consciente, simple, physique. Parce qu'à l'instant où tes mains sont occupées, ton esprit, enfin, peut se reposer. 4. Réduis le bruit de l'information et des réseaux. L'esprit humain n'a pas été conçu pour porter autant de voix en même temps. Auparavant, le bruit provenait de l'environnement. Maintenant, il provient de la poche. Nous vivons avec une tempête numérique constante, où chaque notification est un coup de vent et chaque opinion étrangère un éclair qui distrait. Et alors que tu penses être connecté au monde, en réalité tu te déconnectes de toi-même. L'esprit est surchargé, confus et perd son focus. Réduire le bruit de l'information n'est pas se déconnecter de la réalité, c'est se reconnecter à la tienne. La saturation mentale n'est pas toujours perceptible. Elle se déguise en fatigue, en anxiété sans raison ou en manque de concentration. Tu te lèves et la première chose que tu fais est de regarder un écran. Avant d'écouter ta propre pensée, tu écoutes déjà des centaines d'autres. Chaque nouvelle, chaque commentaire, chaque image impacte ton cerveau qui essaie de traiter plus qu'il ne peut.
Les neurosciences expliquent que l'excès d'informations active les mêmes circuits cérébraux qui sont déclenchés en cas de danger. En d'autres termes, ton corps est en alerte sans raison. C'est pourquoi tu finis épuisé même sans avoir fait d'efforts physiques. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre le danger de laisser le monde envahir ton esprit. Sénèque disait que celui qui se disperse en trop de choses perd le pouvoir de diriger sa vie. Aujourd'hui, ce conseil est plus urgent que jamais. Tu ne peux pas être calme si ton esprit appartient aux notifications. La sérénité nécessite des limites, même avec l'information. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de savoir ce qui te construit. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde. Il s'agit de ne pas se laisser emporter. Commence par quelque chose de simple. Établis des moments sans écran. Laisse ton esprit s'habituer au silence de l'information. Ne vérifie pas les réseaux dès que tu te réveilles. Laisse ta voix être la première que tu entends chaque jour. Filtre ce que tu consommes. Tout ce qui brille n'est pas de la connaissance. Demande-toi avant de lire ou de regarder quelque chose. Est-ce que cela m'apporte ou me contamine? Si cela ne te rend pas plus clair, plus calme ou plus sage, cela ne vaut probablement pas ton attention. Réduire le bruit de l'information est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est mettre une limite au monde pour protéger ton espace mental. Dans un univers où tout le monde veut parler, apprendre à écouter moins devient une forme de pouvoir. Chaque fois que tu choisis le silence numérique, tu récupères de l'énergie et de la clarté. Tu remarqueras comment ton cerveau commence à se détendre, comment tes pensées coulent sans interférence. Ce qui t'agitait avant commence à te sembler sans importance. Parce qu'une grande partie du stress que tu ressens n'est pas le tien, il est emprunté au bruit externe. Quand tu contrôles ce qui entre dans ton esprit, tu contrôles ta paix. Il ne s'agit pas de te déconnecter pour toujours, mais d'utiliser la technologie sans qu'elle ne t'utilise. Le problème n'est pas l'appareil, mais le manque de discipline mentale. Si chaque minute libre est remplie de contenu étranger, tu te voles l'espace dont ton esprit a besoin pour penser par lui-même. Et un esprit qui n'a pas d'espace pour penser cesse de créer, cesse de réfléchir, cesse de vivre avec intention. Réduire le bruit est un acte de courage. C'est dire assez dans un monde qui exige ton attention constante. C'est décider que ton esprit ne sera pas une poubelle d'informations, mais un jardin que tu choisis de cultiver. Quand tu réussiras à filtrer le bruit, tu découvriras quelque chose de puissant. Le silence ne t'isole pas, il te centre. Parce que la clarté n'apparaît pas quand tu en sais plus. Elle apparaît quand tu arrêtes d'écouter autant. 5. Laisser certaines idées rester sans résolution. L'esprit humain ressemble à un mécanicien qui ne supporte pas de laisser une pièce détachée. Dès qu'il perçoit quelque chose d'incomplet, il se précipite pour le réparer, même s'il n'a pas les outils ni le temps. C'est ainsi que nous finissons par nous épuiser, essayant de conclure chaque pensée, de comprendre chaque émotion, de résoudre chaque doute. Mais certaines choses n'ont pas besoin de réponse immédiate. La tranquillité d'esprit ne vient pas de la clarté totale, mais de l'acceptation que certaines idées doivent rester en silence jusqu'à ce que l'esprit soit prêt à les comprendre. Le cerveau cherche à boucler les boucles, c'est dans sa nature. Les scientifiques appellent cela l'effet Zeigarnik, cette tendance du cerveau à garder ouvertes les tâches inachevées. Cependant, lorsque tout est perçu comme une tâche en attente, le résultat est l'épuisement mental. Vous essayez de résoudre le passé, de prévoir l'avenir, d'expliquer ce que vous ressentez, d'anticiper ce que les autres pensent. Vous finissez par être prisonnier de vos propres interprétations. Apprendre à laisser certaines idées flotter sans direction est une forme de liberté. Les stoïciens l'entendaient de manière pratique. Épictète enseignait que se soucier de ce que l'on ne peut contrôler est un gaspillage d'énergie vitale. Et dans l'esprit, cela signifie apprendre à ne pas forcer la clarté. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque pensée. Vous avez juste besoin de l'observer. Parfois, la confusion n'est pas un problème à résoudre, mais une phase du processus de croissance. Si l'esprit était un jardin, certaines graines auraient besoin d'obscurité avant de fleurir. Laisser quelque chose sans résolution n'est pas abandonner, c'est faire confiance. C'est reconnaître que l'esprit a aussi besoin de pause pour traiter.
Les neurosciences ont démontré que les moments de repos mental permettent au cerveau de réorganiser l'information et de générer des solutions créatives. Lorsque vous lâchez l'obsession de comprendre, l'inconscient continue de travailler pour vous. Soudain, sans effort, la réponse apparaît, claire et simple, au moment le moins attendu. Toute pensée ne mérite pas votre attention immédiate. Chaque doute ne mérite pas d'être disséqué. Parfois, la sérénité consiste à laisser la pensée passer sans l'attraper. Lorsque vous le faites, vous remarquez que beaucoup de vos préoccupations n'étaient que du bruit déguisé en importance. Il n'y a rien de plus libérateur que de regarder une idée sans avoir besoin de l'expliquer. L'obsession de tout résoudre est un reflet de la peur du vide. Nous voulons contrôler chaque sensation parce que nous craignons de faire face au silence qui reste lorsque nous lâchons prise. Mais l'esprit ne guérit pas avec des réponses, il guérit avec de l'espace. Au lieu de remplir chaque vide, permettez-vous de ne pas savoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir une clarté sur tout ce que vous ressentez, ni une explication pour chaque décision passée. La maturité mentale arrive lorsque vous pouvez regarder une question et dire « je ne sais pas encore ». Et c'est bien. Cette acceptation est le pouvoir. C'est la maîtrise d'un esprit qui ne se noie plus dans le besoin de tout comprendre. C'est savoir que la vie ne vous doit pas d'explication et que la sagesse arrive lorsque le temps et l'expérience le permettent. Laisser quelque chose sans résolution est une forme de respect pour votre propre processus. C'est vous dire « je n'ai pas besoin de presser mon esprit, j'ai besoin de faire confiance à son rythme ». Lorsque vous apprenez à vivre avec l'incertitude, l'anxiété perd de sa force. Ce qui vous tourmentait auparavant devient léger. Vous découvrez que beaucoup de choses que vous vouliez résoudre ne nécessitaient pas d'action, mais de la patience. Parce que toutes les portes ne s'ouvrent pas de force. Certaines s'ouvrent lorsque vous apprenez à attendre. 6. Et un espace juste pour être au calme. L'esprit a besoin d'un refuge du monde, tout comme le corps a besoin de repos. Si tu es entouré de bruit, d'obligations et de stimuli toute la journée, tu finis par penser que vivre en alerte est normal. Mais ce n'est pas le cas. Le calme n'arrive pas par hasard, il se construit. C'est pourquoi tu as besoin d'un espace, physique ou symbolique, où ton esprit comprend qu'il peut baisser la garde. Un lieu qui n'est pas rempli d'exigences ou d'écran, mais de silence et de présence. Il n'a pas besoin d'être grand ou spécial. Il peut être un coin de ta chambre, une chaise près de la fenêtre ou un parc où tu te sens en paix. L'important est que cet espace soit ton rappel que tout dans la vie n'exige pas d'action. La philosophie stoïcienne enseignait que le sage ne fuit pas le monde, mais ne se laisse pas non plus consumer par lui. Cet équilibre s'entraîne en créant des pauses, des espaces où l'âme respire sans être observée. Les neurosciences confirment que l'environnement façonne l'état mental. Un environnement ordonné, silencieux et simple réduit la production de cortisol, l'hormone du stress. En revanche, un environnement saturé d'objets, de lumière et de sons maintient le cerveau en mode défense. C'est pourquoi, lorsque tu entres dans un lieu calme, tu ressens un soulagement immédiat. Le corps comprend qu'il peut se détendre et l'esprit le suit. Créer un espace de calme n'est pas un luxe, c'est une hygiène mentale. Beaucoup confondent productivité avec bien-être. Ils pensent que se reposer est une perte de temps, alors qu'en réalité, c'est le moment où l'énergie est restaurée et ensuite transformée en action. Tu ne peux pas penser clairement si tu ne t'arrêtes jamais. Les stoïciens le savaient, le repos n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Un esprit fatigué ne raisonne pas, il réagit seulement. Quelques minutes de silence dans ton refuge quotidien peuvent faire la différence entre agir avec sagesse ou impulsivement. Dans cet espace de calme, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Ne médite pas si tu ne le souhaites pas, ne lis pas, ne planifie pas. Assieds-toi simplement et laisse le silence te réconforter de l'intérieur. Au début, cela peut sembler inconfortable, surtout si tu es habitué à la stimulation constante. Mais si tu restes là, peu à peu ton esprit comprendra qu'il n'a pas besoin d'être occupé pour avoir de la valeur. Ce moment deviendra une ancre, un lieu mental auquel tu pourras revenir même lorsque le monde deviendra chaotique. Ton espace de calme peut aussi être symbolique.
Il peut s'agir d'une routine courte, comme préparer du café en silence ou marcher sans écouteurs. Ce sont des actes simples qui disent au cerveau « Maintenant, nous nous reposons ». Et plus tu répètes ce rituel, plus vite ton esprit entrera dans un état de sérénité. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais de t'apprendre à construire ton propre silence au milieu de celui-ci. Lorsque tu fais de cet espace une habitude, tu commences à remarquer des changements subtils. Les jours ne semblent pas si lourds. Les décisions ne sont pas prises à la hâte. Les émotions ne te gouvernent pas aussi facilement. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu as maintenant un refuge interne auquel revenir. Le calme devient ton terrain naturel, pas une exception. Rappelle-toi ceci. L'esprit a besoin d'un endroit où il n'a pas besoin d'être fort, où il n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit, où il peut simplement exister. Tu ne trouves pas cet espace, tu le crées. C'est le terrain où la clarté fleurit, où les soucis se dissolvent et où tu te rappelles que vivre n'est pas synonyme d'être occupé. Crée ce refuge, prends-en soin et visite-le chaque jour. Parce que celui qui n'a pas d'endroit pour se calmer finit par le chercher au mauvais endroit. 7. Apprenez à dire « c'est fini » et à lâcher prise. Il arrive un moment où continuer à penser à la même chose devient une forme de punition. L'esprit s'accroche à ce qu'il ne peut pas changer, comme une main qui serre une corde jusqu'à saigner sans comprendre que la douleur ne s'arrête que lorsqu'elle lâche prise. Dire « c'est fini » ne signifie pas abandonner, cela signifie accepter que l'insistance est aussi fatigante. Cela signifie comprendre que l'énergie mentale est limitée et que tout ne mérite pas de continuer à vivre dans votre tête. Lâcher prise est un acte de maturité, de sagesse et de respect envers soi-même. Le cerveau a tendance à s'accrocher aux pensées non résolues parce qu'il cherche à clore des histoires. Mais souvent, ce que vous essayez de fermer ne dépend pas de vous. Répéter le passé ne fait que renforcer le schéma de souffrance. Les neurosciences ont démontré que revivre mentalement une expérience active les mêmes zones cérébrales que lorsqu'elle s'est produite pour la première fois. En d'autres termes, chaque fois que vous revenez à ce qui a déjà eu lieu, votre corps le ressent à nouveau. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas un geste symbolique, c'est une façon de guérir biologiquement. Les stoïciens l'ont bien compris. Marc Aurèle écrivait que le poids des choses ne réside pas dans les faits, mais dans la façon dont nous les maintenons dans notre esprit. S'accrocher à quelque chose qui est déjà terminé est une forme d'esclavage émotionnel. La liberté mentale commence lorsque vous acceptez que tout ne mérite pas un second regard. Parfois, la véritable force réside dans le fait de faire un pas en arrière, de respirer et de dire « c'est fini, j'ai appris ce qu'il fallait et je continue ». On n'apprend pas à lâcher prise en théorie, on s'entraîne à le faire dans la pratique quotidienne. Commencez par les petites choses. Arrêtez de relire d'anciennes conversations, arrêtez d'analyser ce que vous avez dit, arrêtez d'imaginer des scénarios qui ne se produiront jamais. Chaque fois que vous choisissez de ne pas revenir sur la même chose, vous enseignez à votre esprit à faire confiance au présent. Et lorsque vous y parvenez, vous ressentez une véritable légèreté, celle qui arrive lorsque vous arrêtez de lutter contre ce qui ne peut pas être changé. La plupart des gens ont peur de lâcher prise parce qu'ils confondent le détachement avec l'indifférence. Mais lâcher prise n'est pas oublier, c'est libérer. Ce n'est pas nier ce qui s'est passé, c'est arrêter de le porter. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne doit avoir de pouvoir sur votre paix intérieure. Dire « c'est fini », c'est vous rappeler que votre bien-être ne peut pas dépendre de ce que vous ne contrôlez pas. C'est un acte de pouvoir silencieux, une façon de prendre le contrôle de votre esprit lorsque la vie ne se passe pas comme vous l'espériez. Au début, cela fera mal, parce que lâcher prise fait toujours mal. Mais cette douleur est le prix de la liberté. Vous ne pouvez pas avancer si vous restez attaché à ce qui est déjà parti. Lorsque vous apprenez à dire « c'est fini » avec conviction, l'esprit comprend que le cycle est terminé. Ce qui suit est de l'espace, de la clarté et de la paix. Les neurosciences le confirment. Lâcher prise libère de la dopamine, la substance qui produit une sensation de soulagement et de satisfaction. C'est la chimie de la libération. Dire « c'est fini » est aussi une déclaration de présence. C'est reconnaître que le seul endroit où vous avez du pouvoir est le présent. Que la vie continue,
même quand quelque chose ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Que tout ce qui se termine n'est pas une perte, parfois c'est une libération déguisée. Chaque fois que vous choisissez de lâcher prise, vous renforcez votre esprit, vous vous rapprochez de la tranquillité et vous vous éloignez de la dépendance émotionnelle. Rappelez-vous ceci, ce qui vous appartient ne part pas, ce qui part n'a jamais été à vous. Apprenez à fermer mentalement les portes, sans haine, sans rancune et sans excès d'analyse. Dites simplement « c'est fini » et continuez à marcher. Parce que lorsque vous apprenez à lâcher prise, le passé cesse d'être un fardeau et devient de la sagesse. Et un esprit sage sait quand agir. Et quand simplement laisser aller. 8. Remercie avant de dormir. Chaque nuit, lorsque le monde s'éteint et que le silence remplit la pièce, l'esprit commence à parler. Il passe en revue ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce qui manquait. C'est à ce moment-là que les pensées que tu as ignorées pendant la journée apparaissent, les préoccupations qui se sont cachées entre les tâches et les écrans. C'est pourquoi l'esprit ne se repose pas. Mais il y a un moyen de rompre ce cycle, une pratique aussi simple que puissante. Remercier. Non pas comme un acte superficiel, mais comme une façon consciente de nettoyer l'esprit avant le repos. Remercier, c'est comme éteindre les lumières de l'esprit une par une. Tu fermes les pensées inutiles, jusqu'à ne rester qu'avec l'essentiel. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de te rappeler que malgré tout, tu as encore des raisons d'être en paix. Les neurosciences ont montré que la gratitude avant de dormir réduit l'activité du système limbique, responsable du stress et de l'anxiété, et active le cortex préfrontal, la zone de calme et de raisonnement. En termes simples, remercier avant de dormir reprogramme le cerveau pour se reposer sereinement. Les stoïciens voyaient également la fin de la journée comme un rituel de réflexion et de gratitude. Marc Aurèle passait en revue ses actions quotidiennes pour apprendre, mais aussi pour reconnaître le privilège d'être encore en vie un jour de plus. Pour eux, chaque nuit était une occasion de nettoyer l'esprit de tout ce qui ne pouvait être contrôlé. Et c'est exactement ce que fait la gratitude. Elle met l'attention sur ce que tu as, sur ce qui dépend de toi, et laisse le reste. Tu n'as pas besoin d'une liste parfaite ni de mots élaborés, juste quelques minutes d'honnêteté. Pense à quelque chose qui s'est bien passé, à quelqu'un qui t'a fait te sentir accompagné, à une simple opportunité que tu as eue pendant la journée. Si c'était une journée difficile, remercie d'avoir surmonté. Si c'était une journée tranquille, remercie pour le calme. Même si rien ne semble spécial, remercie de pouvoir respirer, de pouvoir fermer les yeux et d'avoir une nouvelle tentative demain. La gratitude ne change pas ce qui se passe, elle change la façon dont tu l'interprètes. Remercier avant de dormir est aussi une façon d'entraîner l'esprit à se concentrer sur ce qui construit au lieu de ce qui détruit. Beaucoup de personnes s'endorment en repassant des erreurs, des conversations ou des peurs. Cela ne fait qu'alimenter l'anxiété nocturne et affaiblit le repos. Lorsque tu remercies, tu changes la direction de la pensée. Tu apprends au cerveau à terminer la journée avec satisfaction au lieu de préoccupation. Et peu à peu, cette habitude commence à changer la façon dont tu te réveilles. Pratiquer la gratitude quotidienne n'est pas de la naïveté, c'est un entraînement mental. C'est regarder la vie avec les yeux de celui qui apprend, pas de celui qui se plaint. Chaque pensée de gratitude est un bouclier contre la négativité que le monde essaie d'imposer. L'esprit reconnaissant ne ignore pas la douleur, mais ne se laisse pas consumer par elle. Il la reconnaît, apprend et continue. Fais de cet acte un rituel. Avant de dormir, ferme les yeux et passe en revue 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Peu importe si elles sont petites ou grandes, écris-les si tu peux, ou répète-les simplement en silence. Tu remarqueras que ton corps se détend et que ton esprit s'adoucit. Tu dormiras mieux, mais surtout tu vivras mieux. Parce que chaque nuit où tu remercies, tu libères l'esprit du poids de ce qui est en suspens et tu le prépares pour un nouveau départ. Remercier avant de dormir est, au fond, une déclaration de confiance. C'est te dire à toi-même que, peu importe ce qui s'est passé, il y a encore des raisons de continuer à avoir foi en le chemin. C'est terminer la journée avec la paix, pas avec l'épuisement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le silence n'est pas une absence, c'est un pouvoir contenu. C'est la pause avant l'impact, la respiration avant le coup. Dans un monde qui parle sans réfléchir et réagit sans mesurer, celui qui maîtrise le silence n'est pas faible, il est dangereux. Parce que le véritable contrôle ne se démontre pas en criant, il se démontre avec calme. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, lorsque tu t'arrêtes avant d'exploser, lorsque tu observes au lieu d'expliquer, tu deviens maître de toi-même. Le bruit du monde t'exige de bouger, d'opiner, de répondre, de prouver que tu existes. Mais le silence t'enseigne quelque chose de plus profond. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde, seulement par toi-même. C'est dans le silence que l'esprit s'aligne, où les pensées cessent d'être des ennemis et deviennent des alliés. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait que le calme est invincible lorsqu'il naît de la maîtrise intérieure. Sénèque affirmait que celui qui réagit sans réfléchir devient esclave de ses émotions. Le silence, donc, n'est ni une fuite ni une lâcheté, c'est une stratégie. C'est regarder le chaos et décider de ne pas lui appartenir. Cette vidéo ne prétend pas romantiser le silence, mais te rappeler que ta plus grande force vit en lui. Lorsque tu choisis de te taire, tu choisis de penser. Lorsque tu choisis de disparaître, tu choisis de te reconstruire. Lorsque tu choisis le calme, tu choisis la liberté. Parce qu'au final, le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de taire sans te perdre. Ici commence le voyage vers ce domaine invisible, le pouvoir transformateur du silence. 1. Tais-toi quand tout te pousse à réagir. Imagine-toi face à un incendie. Les flammes avancent, la chaleur t'étouffe, et chaque partie de toi veut courir, crier, agir sans réfléchir. Mais le véritable pouvoir n'est pas de bouger par instinct, mais de rester calme pendant que tout brûle. C'est ainsi que fonctionne l'esprit quand quelqu'un essaie de te provoquer ou de te pousser à réagir. Chaque mot, chaque geste ou provocation externe est une étincelle cherchant à allumer ton feu intérieur. Si tu réponds immédiatement, tu perds le contrôle, mais si tu choisis de te taire, tu maîtrises la situation, tu maîtrises ton esprit. Le silence n'est pas soumission, c'est stratégie. C'est l'instant où tu décides d'observer plutôt que de réagir, de comprendre avant de parler. La plupart des gens ne supportent pas le silence parce qu'ils sont forcés d'affronter leur propre anxiété. Mais celui qui apprend à se taire quand tout le pousse à répondre avec colère ou orgueil démontre une force que peu comprennent. Le silence au milieu du conflit est comme une épée invisible. Il coupe l'impulsion, arrête le chaos et préserve l'énergie que d'autres gaspillent. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Et cela n'est possible que lorsque tu prends le temps de t'arrêter et de réfléchir. Quand quelqu'un te provoque, ce qu'il cherche vraiment, c'est à te voler ton équilibre. Il veut que tu descends à son niveau, que tu réagisses, que tu perdes la sérénité que tu as tant travaillé à construire. Mais quand tu choisis de ne pas répondre, tu envoies un message silencieux qui dit « Tu n'as pas de pouvoir sur moi ». C'est l'essence de l'autocontrôle. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens décider pour toi. Pense à combien de fois une réaction impulsive a fini par regretter. Combien de fois un mot de trop a ruiné ce qui aurait pu être résolu calmement. Le silence est la barrière entre ce que tu penses et ce que l'ego veut crier. Tu n'as pas toujours à te défendre, tu n'as pas toujours à expliquer. Parfois, le silence est la réponse la plus intelligente, la plus mature, la plus puissante. Se taire ne signifie pas accepter l'injustice, cela signifie choisir le bon moment pour agir. Car celui qui maîtrise son impulsion ne perd pas de temps à prouver quoi que ce soit. Les gens confondront ton silence avec la faiblesse, mais ils ne savent pas qu'au-delà de ce silence, il y a un esprit qui analyse, qui comprend, qui décide. Ne réagis pas, réponds seulement quand ton esprit est clair et tes émotions sous contrôle. Épictète enseignait que personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. Il en va de même pour la provocation.
Personne ne peut t'entraîner dans le chaos sans ton permission. Quand tu te tais, tu brises le cycle. Tu n'alimentes pas le conflit. Tu ne gaspilles pas d'énergie. Tu apprends à observer la scène de l'extérieur, comme un spectateur qui comprend que tout ne mérite pas une réponse. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'impulsion, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu refuses de tomber dans le piège de l'orgueil, tu t'élèves au-dessus du bruit. C'est la véritable victoire. Car à la fin, celui qui apprend à se taire quand tout le pousse à réagir ne devient pas muet, il devient sage. Et la sagesse est toujours reconnue dans le silence de celui qui n'a pas besoin de prouver sa force parce qu'il la maîtrise déjà. 2. Disparaître pour te retrouver. Il y a des moments où le bruit du monde devient si intense que tu n'entends plus ta propre voix. Tout se mélange, les opinions, les attentes, les comparaisons, les exigences. C'est comme si tu vivais entouré de 1000 écrans allumés en même temps, chacun essayant de te dire qui tu devrais être. Au milieu de ce chaos, l'esprit se fatigue, l'âme se disperse, et ce que tu es vraiment se dilue. Disparaître alors n'est pas fuir, c'est revenir à l'origine. C'est éteindre le bruit pour te rappeler ce qui résonne en toi lorsque tout l'extérieur cesse de crier. Disparaître est un acte de pouvoir. C'est regarder autour de toi et comprendre que tu n'as pas besoin d'être présent partout, de répondre à tous les messages, ni de plaire à tous les visages. C'est fermer la porte du monde pour un instant, pour ouvrir la porte de ton intérieur. Lorsque tu t'éloignes, tu commences à remarquer que beaucoup de choses qui te préoccupaient ne t'appartenaient pas. Elles étaient le reflet d'autres esprits, des désirs étrangers, des pressions que tu n'as jamais demandé à porter. Et c'est dans ce silence volontaire que tu commences à distinguer l'essentiel du superficiel. Le philosophe Sénèque disait que rien n'appartient vraiment à celui qui vit distrait. Disparaître est la façon la plus honnête de revenir à ce qui est à toi, ton énergie, ton but, ta clarté. Dans la solitude, l'esprit s'éclaircit, le corps se calme, et ce qui semblait urgent perd son poids. C'est là que tu découvres que beaucoup de batailles que tu menais étaient inutiles, que la moitié des problèmes que tu croyais avoir n'étaient que le produit de l'épuisement. T'éloigner n'est pas abandonner, c'est recharger ton âme pour revenir avec direction et force. La plupart craignent de rester seuls parce que dans ce silence, ils rencontrent ce qu'ils ont évité de regarder. Insécurité, blessures, pensées qui font mal. Mais c'est précisément le but du retrait. Disparaître pour te retrouver implique de traverser ce territoire intérieur où tu ne peux pas te mentir. C'est regarder tes ombres et tes contradictions sans fuir. Marc Aurèle écrivait que personne ne peut fuir de lui-même et que l'esprit a besoin d'un retrait intérieur plus que de tout autre lieu physique. C'est pourquoi, lorsque tu décides de te déconnecter du bruit, tu n'échappes pas au monde, tu entres en toi. Disparaître, c'est aussi choisir tes batailles. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton attention, que tous les conflits ne nécessitent pas ta réponse. La société moderne te fait croire que si tu n'es pas visible, tu n'existes pas. Mais la vérité est le contraire. Quand tu disparais un moment, c'est là que tu commences vraiment à exister. Tu commences à t'écouter, à te sentir, à comprendre ce qui te motive et ce qui t'épuise. Tu commences à vivre depuis la conscience, pas depuis l'obligation. Beaucoup craignent le silence parce qu'ils ne savent pas qui ils sont sans les autres. Mais celui qui apprend à être seul devient invincible. Non pas parce qu'il n'a besoin de personne, mais parce qu'il ne dépend plus de personne pour se sentir complet. Dans cet espace intime, tu découvres la liberté qui naît de ne devoir rendre de compte qu'à ta propre conscience. Quand tu reviens du silence, tu reviens différent. Pas avec plus de bruit, mais avec plus de présence. Les gens remarqueront le changement même si tu ne dis rien, parce que le calme se perçoit, la paix se ressent et la force intérieure n'a pas besoin de crier pour être reconnue. Disparaître est la façon la plus sage de revenir à toi. Et celui qui ose le faire découvre qu'il n'était jamais perdu. Il était juste entouré de trop de bruit pour s'écouter. 3. Fais de la tranquillité ton bouclier. Pense à la mer après une tempête. Les vagues continuent de bouger, mais plus avec fureur, mais avec un rythme serein, constant, sage. Ainsi doit devenir ton esprit après le chaos, non pas mort, mais calme, en équilibre.
La tranquillité ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ne pas laisser ce que tu ressens te détruire. Lorsque tu apprends à faire de la tranquillité ton bouclier, rien d'extérieur ne peut facilement te renverser, car tu as trouvé en toi un terrain solide, où le bruit n'entre pas. La plupart des gens réagissent rapidement à toute provocation parce qu'ils ont été éduqués pour survivre, pas pour penser. Mais celui qui entraîne son esprit à rester serein face à l'inattendu apprend que la tranquillité est plus puissante que tout argument. Il ne s'agit pas de nier l'émotion, mais de la diriger avec intelligence. La tranquillité est comme un bouclier invisible qui te protège de ce que tu ne peux pas contrôler. Quand la colère, l'envie ou la peur essaient de te traverser, la sérénité les désarme avant qu'ils ne touchent ton esprit. Épictète enseignait que le pouvoir n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu réagis à ce qui se passe. Si tu te troubles pour tout, n'importe qui pourra te dominer. Mais si tu apprends à garder ton sang-froid, même lorsque le monde semble se briser, tu deviens une forteresse. Non pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu sais quand répondre et quand rester silencieux. La tranquillité n'est pas passivité, c'est une décision consciente. C'est regarder le conflit sans laisser le conflit te dévorer. Pratiquer la tranquillité, c'est entraîner le caractère. C'est résister à l'impulsion de répondre avec colère, d'entrer dans des discussions vaines ou de laisser l'opinion d'autrui déterminer ta paix. C'est savoir que toutes les attaques ne méritent pas de réponse et que toutes les batailles ne valent pas ton énergie. Lorsque tu fais de la tranquillité ton bouclier, tu commences à remarquer quelque chose de curieux. Le bruit du monde cesse de t'affecter autant. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, ni de gagner toujours, parce que tu as compris que ta paix vaut plus que toute victoire momentanée. Marc Aurèle disait que l'âme tranquille est plus forte que n'importe quelle tempête. Et il avait raison, les personnes qui vivent de manière réactive s'épuisent, perdent en clarté, deviennent esclaves de leurs émotions. En revanche, ceux qui choisissent la tranquillité voient le tableau complet. Ils ne se précipitent pas, ils ne crient pas, ils ne rivalisent pas avec le bruit. Ils agissent avec précision parce que leur esprit n'est pas obscurci par le chaos. La tranquillité n'est pas une émotion, c'est un mode de vie. Chaque jour, le monde te provoquera à perdre ta sérénité. Le trafic, les commentaires, les injustices, les attentes. Mais dans chaque provocation, il y a une opportunité de te prouver à toi-même que tu es au-dessus de cela. Être calme ne signifie pas être indifférent, cela signifie avoir le contrôle. Celui qui maîtrise sa tranquillité maîtrise son destin, car il n'agit plus par impulsion, mais par intention. Ne cherche pas la tranquillité à l'extérieur, construis-la en toi. N'attends pas que les circonstances soient parfaites pour ressentir la paix, apprends à la maintenir même au milieu du chaos. C'est la différence entre celui qui vit contrôlé par le monde et celui qui l'observe depuis la sérénité. Lorsque tu y parviens, tu comprendras que la tranquillité n'est pas seulement un refuge, c'est ton meilleur bouclier, ta meilleure arme et ta plus grande démonstration de force intérieure. 4. Choisissez vos batailles avec sagesse. Il y a des guerres qui se gagnent, non pas en combattant, mais en marchant dans la direction opposée. Parfois, le véritable courage n'est pas de faire face, mais de lâcher prise. La vie ne vous demande pas de lutter contre tout. Elle vous demande d'apprendre à distinguer ce qui mérite votre énergie de ce qui ne le mérite pas. Chaque jour, vous rencontrerez des provocations déguisées en conversation, des personnes qui veulent vous entraîner dans leur chaos, des situations qui semblent importantes, mais qui, en réalité, cherchent seulement à vous voler votre calme. Si vous n'apprenez pas à choisir vos batailles, vous finirez épuisé, usé et sans énergie pour ce qui compte vraiment. Choisir vos batailles ne signifie pas abandonner. Cela signifie comprendre où votre effort peut générer du changement et où il ne fera que générer plus de conflits. Toutes les opinions ne méritent pas une réponse. Toutes les attaques ne méritent pas de défense. Tous les désaccords n'ont pas besoin d'une explication. Parfois, la sagesse consiste à regarder l'autre et à penser « cela ne vaut pas ma paix ».
Marc Aurèle disait que gaspiller de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est perdre 2 fois. D'abord par le fait, puis par votre réaction. Et combien il avait raison. Nous vivons à une époque où tout le monde pense avoir le dernier mot. Les réseaux sociaux, les discussions, les comparaisons, tout vous pousse à prouver que vous avez raison. Mais le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à maintenir l'équilibre. La sagesse ne se mesure pas au nombre de batailles que vous gagnez, mais à celles que vous décidez de ne pas mener. Lorsque vous parvenez à maîtriser ce choix, vous découvrez que la force ne réside pas dans l'imposition, mais dans le maintien de la sérénité face à la provocation. Chaque discussion inutile est une fuite d'énergie. Chaque tentative de changer celui qui ne veut pas changer est une perte de temps. Apprendre à se retirer à temps est un signe de maturité, pas de faiblesse. Celui qui se laisse entraîner par chaque provocation montre qu'il ne se connaît pas, mais celui qui choisit quand parler et quand garder le silence montre sa maîtrise. Parce que le silence n'est pas toujours un manque de réponse, c'est souvent la réponse la plus intelligente que vous pouvez donner. Sénèque enseignait qu'aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Si vous ne savez pas quel est votre but, vous finirez par combattre dans des guerres étrangères. C'est pourquoi vous avez besoin de clarté avant de réagir. Demandez-vous, est-ce que cela contribue à ma croissance ou est-ce que cela me retire la paix? Est-ce que cela mérite mon énergie ou est-ce que cela cherche seulement à la drainer? Si la réponse est non, éloignez-vous sans culpabilité. Vous n'avez rien à prouver à personne et vous n'avez pas à gagner chaque argument. Parfois, la victoire réside dans le calme que vous maintenez lorsque tout vous pousse à le perdre. Choisissez vos batailles avec un cœur froid et un esprit clair. Ne vous laissez pas emporter par l'impulsion de répondre à tout ce qui vous blesse ou vous défie. Il y a des moments où le silence vaut plus que 1000 mots. Et il y a des offenses qui ne se dissolvent que lorsque vous décidez de ne pas réagir. La personne qui maîtrise cette capacité vit plus légèrement, plus librement et plus fortement. Parce que celui qui apprend à choisir ses batailles apprend aussi à conserver son pouvoir. Rappelez-vous que chaque réaction est un investissement d'énergie. Si vous répondez à tout, vous vous videz. Mais si vous choisissez avec sagesse, vous vous renforcez. Tout ce qui fait mal ne mérite pas une réponse. Tout ce qui dérange ne mérite pas votre temps. Choisissez ce qui construit vraiment votre caractère et laissez le reste se dissoudre dans votre silence. Parce qu'au final, la personne la plus puissante n'est pas celle qui se bat pour tout, mais celle qui sait quand ne pas le faire. 5. Pratique le silence intérieur chaque jour. Le bruit le plus dangereux ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce sont ces voix qui ne se taisent pas, ces pensées qui se disputent entre elles, ces doutes qui se répètent sans cesse jusqu'à t'épuiser. Nous vivons entourés de bruit, mais le véritable ennemi de la paix n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de l'esprit qui ne sait pas s'arrêter. Pratiquer le silence intérieur est comme nettoyer un miroir couvert de poussière. Au début, tu ne vois rien, juste de la confusion, mais au fur et à mesure que tu élimines le bruit mental, tu commences à voir ton reflet clairement. Le silence intérieur ne s'obtient pas en s'éloignant du monde. Il s'obtient en apprenant à ne pas laisser le monde te contrôler. C'est pouvoir être au milieu du trafic, du chaos ou du bruit social et garder l'esprit tranquille. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Épictète disait que personne n'est libre tant qu'il ne gouverne pas son esprit, et c'est précisément ce que le silence intérieur enseigne. À ne pas être esclave de la pensée compulsive, à ne pas tomber dans le piège de croire que chaque émotion doit se transformer en action. L'entraînement commence par des choses simples. Un moment par jour pour respirer sans distraction, pour observer tes pensées sans t'y accrocher, pour te permettre d'exister sans exigence. Ce n'est pas méditer comme une mode, c'est te reconnecter avec ton propre centre. Quand l'esprit se tait, le corps se repose et l'âme se met en ordre. C'est un acte de nettoyage émotionnel, une façon de réinitialiser ce que la routine salit. Tu n'as pas besoin d'une montagne ni d'un temple, juste la décision de t'écouter sans interruption. Le silence intérieur révèle aussi beaucoup sur toi.
Il te montre quelles pensées te dominent, quelles émotions tu continues à porter, quelles blessures tu n'as pas encore pardonnées. C'est pourquoi beaucoup le fuient, parce que quand le bruit se tait, la vérité apparaît. Mais affronter cette vérité est ce qui te libère. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur des pensées, et pratiquer le silence intérieur, c'est choisir quelle couleur tu permets de peindre ton esprit. Toutes ne méritent pas de rester. Dans un monde qui récompense la distraction, la personne qui peut rester silencieuse devient une exception. Cette capacité te donne un avantage invisible. Tandis que les autres se consument à trop penser, tu décides calmement, tu agis avec précision et tu parles seulement quand c'est nécessaire. Le silence intérieur est le filtre qui sépare la réaction du raisonnement. Il t'apprend à répondre avec intention, pas avec impulsion. Chaque fois que tu te sens submergé, que l'anxiété ou la confusion te domine, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de plus de réponses. Tu as besoin de moins de bruit. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as juste à apprendre à t'arrêter. Le silence ne résout pas tout, mais il te donne la lucidité pour savoir quoi faire ensuite. C'est la base de toute clarté mentale et de tout équilibre émotionnel. Avec le temps, tu remarqueras que cette pratique transforme ta vie. Les problèmes continuent, mais ils ne te traînent plus. Les mots durs arrivent, mais ils ne te blessent plus de la même manière. Le calme cesse d'être quelque chose que tu cherches et devient quelque chose que tu es. Pratiquer le silence intérieur chaque jour, c'est entraîner ton esprit à ne pas être victime du bruit du monde. Parce que celui qui maîtrise son silence ne se brise pas, il se renforce. Et quand tu y parviens, tu comprends que l'esprit calme est l'arme la plus puissante qui existe. 6. Libère-toi du besoin d'approbation. Le jour où tu cesseras de chercher l'approbation des autres, tu te sentiras comme un oiseau qui coupe la corde qui le retenait. Au début, il y a le vertige, mais ensuite vient une immense liberté. Pendant des années, on nous a appris à vivre pour plaire, pour être accepté. Chaque décision est mesurée par le regard des autres. Chaque pas est fait avec la peur de décevoir. Mais vivre en fonction de l'approbation, c'est donner les clés de ta paix à quelqu'un qui ne sait pas ce que tu portes en toi. La vraie liberté commence lorsque tu décides de ne pas avoir besoin de la validation de personne pour te sentir complet. Vouloir plaire est humain, mais en dépendre est destructeur. Cela te vole ton authenticité, te force à te conformer à des attentes qui ne sont pas les tiennes et à vivre avec l'anxiété de ne pas être suffisant. L'esprit devient une prison où chaque pensée passe par le filtre du « qu'en dira-t-on ». Sans t'en rendre compte, tu deviens une marionnette du jugement des autres. Et quand tu vis ainsi, toute critique te fait tomber, toute indifférence te blesse. Mais celui qui apprend à se valider de l'intérieur n'a plus besoin d'applaudissements pour se sentir en paix. Épictète disait que si tu cherches l'approbation des autres, tu deviens leur esclave. Il le savait bien, la liberté ne se gagne pas avec des cris, mais avec le détachement. Le détachement de la reconnaissance externe est l'un des plus grands actes de force intérieure. Quand ta valeur cesse de dépendre de l'opinion des autres, le bruit du monde s'éteint. Peu importe s'ils te comprennent, peu importe s'ils t'approuvent, car tu ne vis plus pour convaincre, tu vis pour être. Te libérer de ce besoin implique d'accepter que tu ne plairas pas à tout le monde. Et c'est bien. L'authenticité n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours libératrice. Chaque fois que tu te censures pour ne pas déranger, chaque fois que tu tais ce que tu penses par peur d'être jugé, tu perds une partie de toi. La voie stoïcienne enseigne le contraire. La vertu est d'agir selon tes principes, non selon les applaudissements. Sénèque affirmait que celui qui s'adapte au jugement de la foule se perd dans la masse. Ce n'est que lorsque tu marches fidèle à toi-même que tu commences à vivre avec dignité. Cesser de chercher l'approbation signifie aussi accepter le rejet sans s'effondrer. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as de la valeur. Celui qui se connaît vraiment ne cherche pas l'attention, car il sait que sa valeur ne change pas même si le monde ne le voit pas. C'est l'essence de la maîtrise de soi. Faire ce qui est juste, même quand personne ne t'applaudit. Faire ce que tu aimes, même quand personne ne le comprend. Le besoin d'approbation se déguise en courtoisie, en empathie, voire en humilité, mais au fond, c'est de la peur.
peur du rejet, de la solitude, du jugement. Quand tu y fais face, tu découvres que cette peur perd de son pouvoir. Tu commences à parler plus clairement, à agir avec plus de fermeté et à vivre plus légèrement. Tu cesses de dépenser de l'énergie à essayer de plaire à ceux qui ne veulent pas te voir briller. Marc Aurèle a écrit que l'opinion des autres est aussi éphémère que le vent. Tu ne peux pas la contrôler et tu ne devrais pas le faire. La seule chose qui est sous ton contrôle est ton intention et tes actes. Lorsque tu te concentres sur cela, l'approbation devient insignifiante. Le jour où tu apprendras à ne pas dépendre de la validation externe, tout change. Ton esprit se calme, tes décisions deviennent fermes et ta présence commence à parler d'elle-même. Tu n'as plus besoin qu'on te reconnaisse, car ta valeur cesse d'être négociable. C'est cela la vraie liberté, faire ce que tu sais être juste, même si le monde entier te regarde avec doute. 7. Maîtrisez vos impulsions avec discipline. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, mais parce qu'il est incontrôlé. Il en va de même pour les impulsions. Elles peuvent être une force ou une ruine, selon qui les dirige. Un esprit sans discipline est comme une flamme sans contour. Il s'allume facilement et s'éteint tout aussi rapidement. Mais lorsque vous parvenez à allumer ce feu avec contrôle, il devient une énergie pure, capable de transformer votre vie sans vous consumer dans le processus. Maîtriser les impulsions ne signifie pas se réprimer, mais apprendre à diriger votre énergie dans la bonne direction. L'impulsion naît de l'émotion, et l'émotion, lorsqu'elle n'est pas comprise, devient un ennemi invisible. La colère, l'anxiété, l'euphorie, le désir, tous peuvent être utiles si vous apprenez à les gérer. Ce qui distingue un esprit fort d'un esprit faible n'est pas ce qu'il ressent, mais ce qu'il fait de ce qu'il ressent. Épictète disait que celui qui ne peut se contrôler lui-même sera toujours esclave des circonstances, et c'est vrai. La liberté commence lorsque vous cessez d'être prisonnier de vos réactions. Maîtriser les impulsions nécessite de la pratique. C'est l'art de s'arrêter juste avant de répondre, d'observer ce que vous ressentez avant d'agir. C'est regarder l'émotion sans se laisser emporter par elle. Marc Aurèle l'appelait l'espace entre le stimulus et la réponse. Cet instant minuscule où l'esprit choisit qui a le contrôle, vous ou votre ego. Si vous apprenez à reconnaître cet espace, vous pourrez vous gouverner même dans les moments les plus chaotiques. Les personnes indisciplinées confondent liberté avec faire ce qu'elles veulent, alors qu'en réalité, cela les enchaîne à leurs désirs. Elles agissent par impulsion, parlent sans réfléchir, décident par émotion, puis se demandent pourquoi leur vie semble être un cycle d'erreurs répétées. La discipline ne vous enlève pas la liberté, elle vous donne une direction. Contrôler les impulsions signifie aussi savoir attendre. Tout ce que vous désirez ne mérite pas d'être immédiat. L'esprit impatient cherche une gratification rapide, mais l'âme disciplinée cherche un but. La différence est dans la vision. L'impulsion veut un soulagement, la discipline veut une croissance. Lorsque vous maîtrisez vos impulsions, vous ne réagissez pas à la vie, vous la concevez. Vous prenez des décisions avec perspective, pas avec de l'adrénaline. Sénèque disait qu'aucun homme n'est libre s'il ne peut se gouverner lui-même. Et c'est là la racine du pouvoir intérieur. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être conscient. Si vous parvenez à rester calme lorsque tout le monde s'agite, si vous pouvez penser lorsque les autres crient, vous avez déjà une longueur d'avance. C'est l'essence de la maîtrise de soi, agir avec intention plutôt qu'avec instinct. Le silence joue également un rôle clé dans ce contrôle. Se taire face à la provocation est un entraînement mental, un acte de force invisible. La discipline ne se voit pas toujours, mais elle se ressent toujours. C'est cette voix qui vous dit « Attends ». Quand tout vous crie, réagis. C'est la capacité de ne pas bouger jusqu'à ce que vous ayez la clarté, de ne pas répondre jusqu'à ce que vous ayez le contrôle. Chaque fois que vous maîtrisez une impulsion, vous renforcez votre caractère. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la colère, la patience plutôt que la précipitation, vous façonnez votre esprit pour résister. La véritable force n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Lorsque vous y parvenez, le bruit extérieur perd de sa puissance et vos décisions commencent à refléter la sagesse plutôt que l'émotion.
Maîtriser les impulsions avec discipline n'est pas un objectif, c'est un mode de vie. C'est entraîner l'esprit tous les jours, jusqu'à ce que le silence devienne votre réponse naturelle au chaos. Car au final, l'homme ou la femme qui maîtrise ses impulsions n'a pas besoin de démontrer son contrôle. Il l'irradie. Son calme impose le respect, sa sérénité inspire, et sa force intérieure parle sans prononcer un seul mot. 8. Laisse ton silence parler pour toi. Le tonnerre fait du bruit, mais c'est l'éclair qui laisse une trace. Il en va de même pour les personnes. Beaucoup font du bruit pour être vus, mais seuls ceux qui agissent en silence ont un impact réel. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, où chaque mot est lancé sans réfléchir, le silence est devenu un langage oublié, mais puissant. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de t'expliquer pour être compris. Lorsque ta présence est cohérente, lorsque tes actes parlent plus fort que tes mots, le silence devient ton meilleur discours. Laisser ton silence parler pour toi ne signifie pas te retirer ou te cacher. Cela signifie laisser tes actions refléter ce que tu es. La cohérence se perçoit sans bruit. La sérénité, la force, la sécurité, tout cela se ressent sans avoir besoin d'explication. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de réfuter quelqu'un est de vivre de telle manière que tes actes contredisent ses paroles. C'est l'essence de cette leçon. Démontrer sans démontrer, gagner sans rivaliser, avancer sans bruit. Le silence communique plus que tu ne l'imagines. Il communique le respect lorsque tu ne réponds pas à la provocation. Il communique la maturité lorsque tu ne te lances pas dans des discussions vaines. Il communique le pouvoir lorsque tu n'as pas besoin de te justifier. Chaque fois que tu choisis de te taire face au conflit, tu envoies un message silencieux. Je ne me rabaisse pas, je ne me fatigue pas, je n'ai pas besoin de défendre ce que je suis déjà. C'est une façon de parler sans mots. Et celui qui maîtrise ce langage apprend à bouger le monde sans avoir besoin de bruit. Le stoïcisme enseigne que le sage ne cherche pas la reconnaissance, il cherche la paix. Et le silence est l'une des formes les plus élevées de sagesse. Non pas parce qu'il t'éloigne du monde, mais parce qu'il te connecte à toi-même. Lorsque tu choisis de te taire et d'observer, tu comprends que tout ne mérite pas une réponse, que toute critique n'a pas besoin de réplique, et que toute offense ne mérite pas d'énergie. Cette compréhension transforme ta façon de te rapporter à la vie. Le silence protège aussi. Tout ne doit pas être partagé, tout ne doit pas être expliqué. Garder tes plans, tes émotions et tes pensées n'est pas de la méfiance, c'est de l'intelligence. Celui qui s'expose trop devient vulnérable à l'opinion des autres. Celui qui garde un silence stratégique conserve son pouvoir. Ce n'est pas un mystère, c'est de l'autocontrôle. Apprendre à garder la bouche fermée lorsque l'ego veut parler est un acte de discipline que peu de personnes arrivent à maîtriser. Sénèque disait que plus tu parles de tes réalisations, plus elles parleront pour toi. À une époque où tout le monde se bat pour l'attention, le silence devient ton avantage. Pendant que les autres parlent, tu construis. Pendant que les autres se justifient, tu avances. Pendant que le monde crie, tu restes serein. Et quand tu parles enfin, tes mots pèsent parce qu'ils naissent du contrôle, pas de l'impulsion. Le silence révèle aussi qui tu es. Il t'apprend à observer comment les autres agissent lorsque tu ne donnes pas d'explication. Celui qui est mal à l'aise avec ton silence montre ses intentions. Celui qui le respecte te comprend. Tu n'as pas besoin de tout dire, car le silence bien utilisé devient une déclaration de caractère. Ce n'est pas du vide, c'est de la présence. Laisser ton silence parler pour toi, c'est comprendre que l'énergie ne se dépense pas à convaincre, mais à construire. C'est savoir que les gens oublient ce que tu as dit, mais se souviennent de comment tu les as fait se sentir avec ton calme, ta fermeté et ta façon de rester debout lorsque les autres s'effondrent. Lorsque tu maîtrises ce niveau de sérénité, tu n'as plus besoin d'être écouté pour être compris. Parce que le silence, lorsqu'il provient de la force intérieure, ne se tait pas. Il impose le respect, inspire et laisse une trace sans prononcer un seul mot. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ton esprit est un terrain d'entraînement. Chaque pensée que tu permets devient un ordre, et chaque mot que tu te dis façonne la réalité que tu habites. Si tu te parles avec faiblesse, ta vie reflètera la faiblesse. Si tu te parles avec force, ton monde commencera à changer. Le problème est que la plupart des gens ne contrôlent pas leur dialogue interne. Ils le répètent comme un écho appris, rempli de plaintes, de peurs et de doutes. Sans le savoir, ils se programment pour échouer avant même d'essayer. Mais celui qui apprend à maîtriser son esprit cesse d'être victime du chaos et commence à diriger sa vie avec clarté et but. Maîtriser le dialogue interne n'est pas un acte de magie ni d'optimisme bon marché. C'est un entraînement mental, une forme de discipline qui combine ce que les anciens stoïciens savaient avec ce que la neuroscience confirme aujourd'hui. Ton esprit obéit à ce que tu répètes avec conviction. Si tu répètes des limites, tu vivras enfermé. Si tu répètes la force, ta réalité s'élargira. Reprogrammer l'esprit exige d'observer chaque pensée, de la corriger et de la remplacer par une qui te pousse. C'est te parler comme un leader, pas comme un saboteur. Dans les prochaines minutes, tu traverseras un processus de transformation conçu pour changer la façon dont tu penses, parles et agis. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est un défi pour que tu prennes le contrôle de ton esprit et récupères le pouvoir que tu as donné à la peur, à la culpabilité et à l'autocritique. Au cours de 8 leçons, tu apprendras à te parler avec autorité, à semer des pensées de pouvoir et à construire l'empire de ton esprit avec la même discipline qu'un guerrier entraîne son corps. Parce que celui qui maîtrise son dialogue interne maîtrise son destin. Et c'est là la véritable victoire. 1. Parle-toi avec la voix d'un empereur. Ton esprit est un trône, et ta voix intérieure est le gouvernant qui décide s'il y aura ordre ou chaos en toi. Il y a des gens qui laissent leur esprit être gouverné par le doute, par la peur ou par des voix étrangères qui répètent qu'ils ne peuvent pas. D'autres, en revanche, choisissent de se parler avec l'autorité d'un empereur, avec un calme qui n'a pas besoin de crier pour être obéi. C'est la différence entre celui qui s'effondre face aux problèmes et celui qui reste ferme, même lorsque le monde vacille. Tout commence par le ton avec lequel tu te parles quand personne d'autre ne t'écoute. Lorsque ton dialogue intérieur est faible, tes pensées deviennent des ordres que ton corps exécute sans résistance. Je ne peux pas, je ne vaux rien, je ne suis pas assez. Semblent être des phrases inoffensives, mais ce sont des décrets qui façonnent ta réalité. Ce que tu te dis n'affecte pas seulement ton humeur, cela change aussi ta biologie. Les neurosciences ont montré que chaque pensée génère une réponse chimique dans le corps. Les mots négatifs prolongent le stress et sabotent ton énergie. En revanche, te parler avec détermination renforce ton système, régule tes émotions et entraîne ton esprit à obéir à ton but. Les anciens stoïciens le savaient déjà. Marc Aurèle n'avait pas besoin de convaincre les autres, il avait besoin de convaincre son propre esprit. Dans sa solitude, il se parlait avec fermeté, avec clarté, avec direction. Cette voix intérieure était son temple et son bouclier. Te parler comme un empereur ne signifie pas gonfler ton ego, mais prendre le commandement de ton esprit avec sérénité. Un empereur n'agit pas à partir de l'émotion, il agit à partir de la stratégie. Sa voix ne tremble pas devant le chaos. Elle observe, analyse et décide. C'est ainsi que tu dois te parler lorsque tu fais face à tes batailles quotidiennes. Pas avec du drame, mais avec du contrôle. Pas avec des plaintes, mais avec des solutions. Pas avec de la peur, mais avec une conviction qui impose le respect à ton propre inconscient. Quand tu dis « je vais le faire », ton esprit doit croire que c'est déjà fait, parce que le doute est la fissure par laquelle la défaite s'infiltre. La plupart des gens cherchent une motivation externe, parce qu'ils ont oublié leur propre langage interne. Ils ont cessé d'être des empereurs de leur esprit pour devenir des sujets de leurs émotions. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils réagissent à tout, se laissent emporter par la critique, par l'opinion, par la comparaison. Mais celui qui entraîne son dialogue intérieur n'a pas besoin d'approbation. Sa force ne dépend pas du bruit extérieur,
parce que sa voix intérieure suffit. C'est la voix qui dit « reste calme » quand tout s'effondre, ou « fais-le » quand la peur paralyse. Te parler avec autorité est un acte de discipline. C'est surveiller chaque mot que tu te dis et remplacer ceux qui affaiblissent par ceux qui construisent. Si tu répètes constamment que tu ne peux pas, ton esprit obéira et te le prouvera. Si tu répètes que tu peux, il te préparera à le rendre possible. Chaque phrase devient une graine. Sème des phrases de pouvoir et tu verras comment la terre de ton esprit commence à fleurir. Mais si tu permets aux mauvaises herbes de l'autosabotage de pousser, ta propre pensée sera ton ennemi. Le changement n'arrive pas du jour au lendemain. Il arrive quand ton esprit s'habitue à entendre de l'autorité dans ta voix. Quand tu arrêtes de te parler comme une victime et que tu commences à te parler comme un leader. Peu importe si tu ne ressens pas cette force au début, agisse comme si tu l'avais déjà. Parle-toi avec fermeté, avec respect et avec vision. Parce que ton dialogue intérieur est la base de ton empire. Et aucun empire n'est construit avec des mots faibles. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence par changer le ton avec lequel tu te parles. 2. Sème des pensées qui te renforcent. L'esprit est comme un jardin qui ne cesse jamais de produire. Chaque jour, sans que tu le remarques, il sème des graines qui deviennent des pensées, des émotions et des décisions. Si tu ne choisis pas soigneusement ce que tu plantes, ce qui tombe par négligence poussera, mauvaise herbe, doute, culpabilité ou peur. Mais si tu sèmes avec intention, si tu surveilles le terrain et arroses constamment les bonnes pensées, ton esprit devient un sol fertile pour la force, la sérénité et le but. Ce que tu nourris dans ton esprit fleurit dans ta vie. Car tout ce que tu vois aujourd'hui dans ta réalité a été une idée répétée en toi. Beaucoup vivent en répétant des pensées qui les flétrissent. Ils se réveillent et la première chose qu'ils font est de se rappeler ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils n'atteignent pas, ce qui leur manque. Cette répétition constante est comme jeter du poison sur son propre jardin. Ils ne le font pas par méchanceté, mais par habitude. Personne ne leur a appris que ce que tu penses crée des connexions neuronales, que tes pensées ne sont pas innocentes, que chaque mot qui se répète laisse une trace dans ton cerveau, qui devient plus forte avec le temps. Les neurosciences l'expliquent clairement. Le cerveau renforce ce qui est répété. Si chaque matin tu te concentres sur tes limites, tu entraînes ton esprit à voir des obstacles, mais si tu répètes des idées de croissance, ton esprit s'adapte pour trouver des chemins. Le stoïcisme enseigne quelque chose de similaire, mais avec une profondeur qui va au-delà de la science. Il enseigne que l'âme devient ce qu'elle contemple fréquemment. Si tes pensées tournent autour de la peur, tu deviens la peur. Si elles tournent autour du calme, tu deviens le calme. L'esprit ne peut produire des fruits différents des graines qu'il reçoit. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour les autres, parce qu'il savait que l'acte d'écrire était semé de la clarté dans son esprit avant d'affronter le chaos. Tu peux aussi le faire. Chaque fois que tu choisis une pensée de pouvoir sur une de faiblesse, tu cultives une nouvelle façon de voir la vie. Semer des pensées qui te renforcent ne consiste pas à répéter des phrases vides d'optimisme. Il s'agit d'entraîner l'esprit à regarder avec objectivité et à répondre avec fermeté. Une pensée puissante n'est pas celle qui te fait te sentir supérieur, mais celle qui te rappelle que tu as le contrôle de toi-même. Tu ne peux pas éviter que la vie te jette des difficultés, mais tu peux décider quelles interprétations fleurissent en toi. Quand tu répètes que tout est un désastre, tu nourris le désespoir. Quand tu répètes que tout est une opportunité d'apprendre, tu nourris la résilience. La différence n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la graine que tu choisis de planter à l'intérieur. Le problème est que beaucoup veulent récolter de la force sans avoir semé de discipline mentale. Ils attendent des résultats d'une terre qu'ils ne soignent jamais. Ils veulent du calme, mais se nourrissent de pensées chaotiques. Ils veulent du succès, mais arrosent la plainte tous les jours. L'esprit n'obéit pas aux désirs, il obéit aux habitudes. Si chaque jour tu répètes les mêmes pensées de faiblesse, n'attends pas qu'une version plus forte de toi fleurisse. Changer tes pensées ne signifie pas nier la réalité. Cela signifie choisir une façon plus intelligente de l'interpréter.
Commence par observer ce que tu sèmes. Chaque fois que tu te surprends à dire quelque chose de négatif sur toi ou sur les autres, arrête-toi. Demande-toi si cette pensée construit ou détruit. Ensuite, remplace-la par une idée qui t'élève. Je ne peux pas le faire devient je vais apprendre comment le faire. Je n'ai pas ce que je veux se transforme en je travaille pour l'obtenir. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des graines de transformation. Et comme tout jardin, cela nécessite du temps, de la patience et des soins constants. Ton esprit grandira dans la direction de tes pensées. 3. Maîtrise tes réactions, pas ton environnement. Le feu ne choisit pas ce qu'il brûle, mais toi, tu peux décider si tu brûleras avec lui ou si tu l'utiliseras pour te forger. La vie est pleine de provocations, d'injustices et de moments qui te poussent à perdre le contrôle. Cependant, la véritable force ne réside pas dans la domination du monde, mais dans le gouvernement de l'esprit qui l'interprète. Tu peux avoir du pouvoir, de l'intelligence ou de l'influence, mais si tu ne contrôles pas tes réactions, tu restes esclave de l'extérieur. Chaque fois que quelqu'un t'irrite, chaque fois qu'une situation te perturbe, tu es face au miroir le plus honnête de ta propre maîtrise intérieure. L'environnement n'a jamais été le problème. Le problème est la façon dont tu y fais face. Les gens pensent que leur calme dépend du fait que les choses se passent bien. Mais la sérénité ne naît pas de l'ordre extérieur. Elle naît de l'autocontrôle. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Sénèque disait que l'homme sage ne se trouble pas pour l'inévitable. Cette phrase renferme un pouvoir immense, car elle te libère de l'illusion de contrôle qui produit tant d'épuisement. Quand tu essaies de changer ce qui ne dépend pas de toi, tu perds de l'énergie, du temps et de la clarté. Mais lorsque tu concentres cette énergie à maîtriser tes réactions, tu reprends le contrôle sur toi-même et ta vie commence à s'aligner. La maîtrise des réactions est un art qui se pratique au quotidien. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'apprendre à répondre au lieu de réagir. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu te renforces. Chaque fois que tu te tais face à une provocation inutile, tu gagnes du terrain en toi. Cela ne signifie pas que tu deviens indifférent, mais que tu comprends que ta paix vaut plus qu'une dispute. Lorsque tu parviens à rester calme, alors que tout autour de toi essaie de te briser, tu deviens quelqu'un d'impossible à manipuler. L'esprit ne s'entraîne pas dans les moments faciles, il s'entraîne dans les moments chaotiques. C'est là que se mesure ta discipline. Quand quelqu'un te manque de respect et que tu gardes ton calme, quand la vie te frappe et que tu choisis de ne pas abandonner, tu montres ta maîtrise. Maîtriser tes réactions n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de pouvoir silencieux. L'impulsion veut crier, mais la sagesse choisit le silence. L'émotion veut se venger, mais l'esprit entraîné cherche à comprendre. Cette différence définit la maturité. Les études modernes en neurosciences démontrent que le cerveau réagit automatiquement au stress, mais avec de la pratique, tu peux le reprogrammer. Respirer, observer, attendre quelques secondes avant de répondre active le contrôle conscient. C'est ce que les stoïciens appelaient l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que naît ta liberté. Celui qui maîtrise cet instant maîtrise son destin. Chaque fois que tu permets à une émotion de t'emporter, tu donnes le pouvoir de ta vie à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Mais quand tu choisis de rester calme, tu prends le contrôle absolu. C'est dans cet autocontrôle que la sagesse fleurit. Le calme ne signifie pas passivité, il signifie direction. Cela signifie que tu choisis tes batailles, que tu réponds avec stratégie, pas avec impulsion. Maîtrise tes réactions et le monde cessera de te sembler un ennemi. Parce que lorsque tu contrôles ton intérieur, rien de l'extérieur ne peut t'affecter plus que nécessaire. C'est là l'essence du pouvoir stoïcien. Maintenir l'équilibre alors que tout le reste est en agitation. Tu n'es pas le feu qui détruit, tu es le feu qui transforme. Et quand tu comprends cela, rien ni personne ne peut éteindre ta paix. 4. Utilisez les épreuves comme entraînement. Chaque obstacle que vous rencontrez est une salle de sport invisible. Pas de muscles, mais de caractère. Chaque fois que la vie vous demande plus que ce que vous pensiez possible, elle ne vous punit pas.
elle vous entraîne. Mais la plupart l'interprètent à l'envers. Ils voient la difficulté comme une punition, le rejet comme une défaite, la perte comme une fin. Et ainsi, ils gaspillent l'opportunité de se renforcer. Celui qui comprend que les épreuves ne viennent pas pour le détruire, mais pour le modeler, arrête de se demander « pourquoi moi ?» et commence à penser « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette mentalité change tout, car elle transforme la douleur en discipline et le chaos en croissance. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez décider ce que cela signifiera pour vous. Cette décision est ce qui sépare celui qui se brise de celui qui se transforme. Sénèque disait qu'aucun homme n'est plus fort que celui qui a été éprouvé de nombreuses fois, parce que le feu qui détruit la cire est le même qui forge l'acier. Il en va de même pour les personnes. Certaines fondent sous la pression, d'autres deviennent inébranlables. La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans l'interprétation qu'elles choisissent. Chaque épreuve est une occasion de vous observer. Quand vous ressentez de la frustration, de l'impatience ou de la colère, la vie vous montre le point exact où vous perdez encore le contrôle. Chaque défi révèle une partie de vous qui a besoin d'entraînement. Si vous ne le comprenez pas, vous répéterez la leçon encore et encore jusqu'à ce que vous appreniez. Non pas parce que la vie veut vous faire souffrir, mais parce que la croissance n'arrive pas sans résistance. Tout comme le corps se renforce en soulevant des poids, l'esprit se renforce en affrontant la pression. Éviter les défis, c'est vous affaiblir lentement. Les accepter avec dignité, c'est construire une force intérieure. Utiliser les épreuves comme entraînement ne signifie pas sourire face à la douleur, mais garder la clarté pendant que vous la traversez. Cela signifie observer ce que vous ressentez sans laisser cela vous contrôler. C'est comprendre qu'il y a un but caché derrière chaque difficulté. Parfois, vous ne le voyez pas tout de suite, mais avec le temps, tout prend sens. Les stoïciens appelaient cela amor fati, aimer le destin, accepter tout ce qui se passe comme faisant partie du chemin. Si quelque chose vous défie, c'est parce que vous êtes prêt à le surmonter. Si quelque chose vous fait mal, c'est parce qu'il reste encore une partie de vous qui a besoin de force. Pensez à chaque épreuve comme à une forge. Chaque coup est une occasion de vous modeler en quelqu'un de plus sage, de plus calme, de plus ferme. Vous n'avez pas besoin que la vie soit plus facile, vous avez besoin de devenir plus fort. Et cette force ne se développe pas en lisant des phrases motivantes, mais en affrontant ce que vous craignez, en supportant ce qui vous dérange et en apprenant à rester calme lorsque tout devient incertain. À ce moment-là, lorsque vous choisissez de ne pas abandonner, vous construisez la version la plus puissante de vous-même. La prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, ne vous enfoncez pas dans la plainte. Respirez, observez, répondez. Demandez-vous ce que cette situation essaie de vous enseigner. Peut-être de la patience, peut-être de l'humilité, peut-être de l'autocontrôle. Ne cherchez pas à échapper, cherchez à comprendre. Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous cessez d'être une victime des circonstances et vous devenez un apprenti de la vie. Chaque jour, chaque difficulté devient une partie de votre entraînement. 5. Fais de tes paroles une action. Les paroles sans action sont comme des épées sans tranchant. Elles ont l'air bien, mais ne coupent rien. La plupart se contentent du discours, de promesses qui sonnent fort, mais qui s'évanouissent au premier obstacle. Ils disent qu'ils vont changer, que cette fois-ci sera différente, qu'ils vont s'améliorer, mais ils ne font pas un seul pas en avant. Les paroles peuvent inspirer, mais seuls les actes transforment. Ce qui sépare celui qui évolue de celui qui stagne, c'est la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parler avec détermination sans agir est une auto-tromperie, une tentative d'apaiser la conscience sans s'engager dans une action réelle. Dans le stoïcisme, la vertu ne se mesure pas par ce que l'on pense, mais par ce que l'on fait de cette pensée. Épictète le résumait par une phrase puissante « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». C'est l'essence de la maîtrise personnelle. Tu peux lire tous les livres de sagesse, répéter des phrases motivantes ou étudier les enseignements des grands philosophes, mais si tu ne les appliques pas au quotidien, ils ne servent à rien. La connaissance sans pratique n'est que de l'information accumulée, et l'esprit qui n'agit pas devient une prison de théorie.
L'action est la véritable forme de pensée. Quand tu fais ce que tu dis, tu entraînes ton esprit à obéir à ta parole. Tu lui apprends que tes décisions ne sont pas négociables. C'est la base de la discipline. Tenir les promesses que tu te fais, même quand tu n'en as pas envie. Beaucoup attendent de se sentir motivés pour agir. Mais les hommes qui obtiennent des résultats n'agissent pas par motivation, ils agissent par engagement. La motivation fluctue, la discipline reste. Et chaque fois que tu tiens ta parole, ton esprit apprend à te faire confiance et ton caractère se renforce. Parler moins et faire plus est aussi un acte d'humilité. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes plans au monde, tu as besoin de les prouver par des actes. Les actions silencieuses crient plus fort que n'importe quel discours. Dans un monde où tout le monde cherche l'attention, la cohérence est devenue une forme de respect de soi. Parce que quand tu dis « je le ferai » et que tu le fais, tu deviens quelqu'un de fiable, pas seulement pour les autres, mais pour ton propre esprit. Chaque action cohérente envoie un message à l'inconscient. Je peux compter sur moi. Cette confiance interne vaut plus que n'importe quelle approbation externe. Si tu as l'habitude de dire et de ne pas faire, ton esprit cesse de croire en toi et chaque tentative future semble plus difficile. Mais quand tu tiens parole, même dans les petites choses, tu deviens ton propre exemple. Tu commences à agir avec plus de précision, plus de concentration, plus de détermination. Fais de tes paroles des ordres, pas des ornements. Si tu dis que tu vas te lever tôt, lève-toi. Si tu dis que tu vas changer une habitude, change-la. Si tu dis que tu vas avancer, avance. Et peu importe si c'est lentement, l'important est de bouger. Les paroles créent une direction, mais l'action construit un chemin. Sans action, tout objectif pourrit dans l'intention. La parole est un engagement envers ton destin. Si tu l'utilises à la légère, ta vie deviendra instable. Mais si tu la traites avec respect, ta réalité se mettra en ordre. Parce que ce que tu dis et fais construit ton identité. Ne parle pas de ce que tu vas faire, fais-le. Ne dis pas qui tu veux être, sois-le. L'action n'a pas besoin d'applaudissements, parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Et quand tes paroles deviennent action, ta vie cesse d'être un discours et devient un héritage. 6. Prends soin de ton énergie face à ce qui n'apporte rien. Ton énergie est comme une pièce de monnaie que tu ne peux dépenser qu'une fois par jour. Certains l'investissent pour construire leur vie, d'autres la gaspillent dans des batailles inutiles. Chaque pensée, conversation et préoccupation en consomme une partie. C'est pourquoi certaines personnes arrivent à la fin de la journée vidées, non pas parce qu'elles ont beaucoup fait, mais parce qu'elles se sont épuisées dans ce qui ne méritait pas d'attention. Prendre soin de ton énergie ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie avoir l'intelligence de choisir où tu mets ton focus. Ce que tu nourris grandit et ce que tu ignores s'affaiblit. Si tu te mêles constamment de conflits, de comparaisons ou de distractions, tu finances ton propre épuisement. L'esprit, comme un moteur, ne s'arrête jamais, mais c'est toi qui décides où le diriger. Chaque fois que tu réponds à une provocation ou que tu te préoccupes de ce que tu ne peux pas contrôler, tu épuises ta force. Les stoïciens parlaient de la dichotomie du contrôle, la capacité de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. La plupart des gens souffrent parce qu'ils ignorent cette différence. Ils essaient de changer l'extérieur tout en négligeant l'intérieur. Ils dépensent de l'énergie à convaincre, à discuter ou à prouver, alors qu'ils pourraient te l'utiliser pour avancer, créer et grandir. Prendre soin de ton énergie, c'est prendre soin de ton équilibre mental. C'est choisir le silence quand tu sais que parler ne changera rien et te retirer quand quelque chose vole ta paix. Le monde moderne te pousse à te disperser. Les notifications, les réseaux, les opinions des autres, tout est conçu pour fragmenter ton attention. Mais la maîtrise personnelle se construit sur la capacité à te concentrer sur l'essentiel. Si tu ne protèges pas ton énergie, n'importe qui peut la diriger pour toi. Tu laisses l'extérieur dicter ton état intérieur et tu finis par être l'esclave de stimuli que tu ne contrôles pas. L'esprit entraîné, en revanche, choisit ses batailles. Il ne répond pas à tout, il ne s'engage pas avec tout le monde. Il n'explique pas ce qui n'a pas besoin d'explication. Il garde sa force pour ce qui compte vraiment. Prendre soin de ton énergie, c'est aussi savoir dire non. Non aux personnes qui n'apportent que du drame,
non aux pensées qui te sabotent, non aux habitudes qui te drainent. Chaque non est une affirmation de pouvoir, car il te rappelle que tout ne mérite pas ton attention. L'énergie est limitée, et la dépenser dans ce qui n'ajoute rien est une forme de trahison envers toi-même. Tu n'es pas obligé de tout résoudre, ni de porter les problèmes des autres. L'équilibre n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie mentale. En pratique, prendre soin de ton énergie implique 3 choses. Filtrer ce que tu consommes, limiter ce que tu tolères et prioriser ce qui t'élève. Tu filtres ce que tu vois, lis ou entends parce que tu sais que l'esprit absorbe ce qu'il reçoit. Tu limites ce que tu tolères parce que ta paix n'a pas de prix. Et tu priorises ce qui t'élève parce que tu comprends que ton énergie se multiplie lorsque tu fais ce qui te rapproche de ton but. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais de l'utiliser mieux. L'énergie est le carburant de l'âme. Si tu la gaspilles dans le trivial, tu resteras vide pour l'essentiel. Mais si tu la diriges vers ce qui te renforce, ta vie devient plus claire, plus concentrée et plus puissante. Les personnes sages ne sont pas celles qui font le plus de choses, mais celles qui savent dans quoi il vaut la peine de s'impliquer. Prends soin de ton énergie comme d'un trésor, parce que c'est ce qu'elle est. Chaque pensée que tu choisis de nourrir, chaque conversation à laquelle tu décides de participer, chaque situation dans laquelle tu choisis de rester ou de partir, définit l'état de ton esprit. 7. Forge ta constance chaque jour. La grandeur ne se construit pas en un seul acte, mais dans la répétition silencieuse de ce qui est correct. C'est comme le marteau qui frappe le fer encore et encore, jusqu'à ce qu'il prenne forme. Chaque jour où tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne te voit, tu forges une version plus forte de toi-même. La constance n'est pas glamour, elle n'a pas d'applaudissements, elle ne promet pas de résultats immédiats, mais c'est le seul chemin qui transforme les intentions en réalité. Celui qui maîtrise la constance, maîtrise la vie, car tandis que les autres abandonnent, il continue d'avancer. Le problème est que beaucoup confondent la discipline avec l'inspiration. Ils attendent le moment parfait, l'humeur parfaite, les conditions parfaites. Ils ne comprennent pas que la constance ne naît pas de l'émotion, elle naît de l'engagement. Un jour, tu t'entraînes avec envie, un autre sans, mais tu t'entraînes quand même. Un jour, tu as de la clarté, un autre, tu es plein de doutes, mais tu continues. C'est l'essence de la force mentale. La constance ne consiste pas à bien faire tout le temps, mais à ne pas s'arrêter lorsque l'enthousiasme s'éteint. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle se levait chaque matin en se rappelant qu'il devait agir, même si le corps résistait. Il comprenait que le devoir ne dépend pas du désir, mais du but. Forger la constance, c'est entraîner l'esprit à obéir, non à l'impulsion, mais à la décision. C'est se lever quand tu pourrais rester endormi, te concentrer quand la distraction appelle, rester ferme quand personne ne t'exige de le faire. L'esprit humain cherche le confort, mais le confort est l'ennemi de la croissance. Plus tu répètes l'effort, plus la discipline devient naturelle. Le muscle de la constance grandit avec la pratique, pas avec la théorie. Et chaque jour que tu choisis d'agir au lieu d'attendre, tu renforces ce muscle invisible qui soutient ton caractère. La constance nécessite aussi de la patience. Tu ne peux pas planter une graine aujourd'hui et exiger le fruit demain. Chaque effort a un processus, et celui qui ne comprend pas cela abandonne avant de voir les résultats. L'esprit impatient se sabote, mais l'esprit entraîné fait confiance au temps. Lorsque tu répètes une action avec intention, le progrès peut ne pas être visible au début, mais il se produit en toi. La constance te façonne en silence, te donne de la fermeté, t'apprend à résister à l'ennui, au doute et à la fatigue. Dans le monde actuel, où tout est recherché rapidement, être constant est une forme de rébellion. Tout le monde veut un succès immédiat, mais personne ne veut soutenir le processus. C'est pourquoi ceux qui persistent finissent par se démarquer. Non pas parce qu'ils sont plus talentueux, mais parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Chaque pas compte, même les plus petits. L'avancement lent est aussi un avancement, et bien souvent c'est le plus sûr. Celui qui reste ferme lorsque les autres se dispersent finit par conquérir ce qui semblait impossible. La constance ne s'impose pas, elle se construit. Elle commence par une seule action que tu répètes jusqu'à ce qu'elle fasse partie de toi.
Aujourd'hui tu t'entraînes, demain aussi. Aujourd'hui tu étudies, demain pareil. Aujourd'hui tu restes calme, même si l'environnement est chaotique. Peu importe si les résultats tardent, car tu sais que le processus forme quelque chose de plus grand. Le caractère, la discipline et le respect de soi. Le feu intérieur qui maintient la constance vivante n'est pas l'enthousiasme, c'est la détermination. Il ne s'éteint pas avec la fatigue ni avec la frustration, car il comprend que le véritable progrès ne se mesure pas en vitesse, mais en résistance. 8. Construis l'empire de ton esprit. Ton esprit est une ville en construction. Chaque pensée est une brique, chaque habitude un mur, chaque décision une fondation. Certains la construisent avec ordre, patience et vision, jusqu'à en faire une forteresse impossible à démolir. D'autres, en revanche, la laissent à la merci du chaos, sans plan, sans structure, permettant à toute émotion, peur ou influence externe de s'emparer de leur terrain. La différence entre les deux n'est pas la chance, mais la conscience avec laquelle ils choisissent de construire. Car celui qui ne gouverne pas son esprit finit par être gouverné par lui. Construire l'empire de ton esprit signifie prendre le contrôle de ton monde intérieur avec la même fermeté qu'un architecte supervise chaque détail de son œuvre. Tu ne peux pas laisser les fondations à moitié faites, ni permettre que les décombres du passé s'accumulent. Tu as besoin de propreté, d'ordre et de direction. Chaque pensée que tu tolères sans questionner est un intrus qui peut démolir ce que tu as tant travaillé à construire. C'est pourquoi les stoïciens accordaient tant d'importance au contrôle de la pensée. Marc Aurèle l'a résumé clairement, « Ta vie est ce que tes pensées pensent. Si tes pensées sont faibles, ton empire sera fragile. Si tes pensées sont fermes, ton esprit sera invincible. » L'empire mental se construit en silence, avec de petites actions mais cohérentes. Il ne se lève pas du jour au lendemain, ni avec des discours. Il se construit lorsque tu choisis de rester calme face à la provocation, lorsque tu continues à avancer malgré la fatigue, lorsque tu rejettes des pensées inutiles qui te dominaient auparavant. Chaque acte d'autocontrôle est une brique dans ce mur intérieur qui te sépare du chaos. Il n'y a pas d'architecture plus puissante qu'un esprit discipliné, car rien d'extérieur ne peut démolir ce qui a été consolidé à l'intérieur. Mais cet empire ne concerne pas la froideur ni l'arrogance. Il s'agit d'équilibre. Tu ne peux pas gouverner ton esprit si tu es en guerre avec toi-même. Tu dois apprendre à te connaître, à accepter tes ombres et à les transformer en force. Il ne se construit pas à partir de la répression, mais à partir de la compréhension. Le contrôle mental ne signifie pas éliminer les émotions, mais les canaliser avec intelligence. Savoir quand avancer et quand s'arrêter, quand parler et quand garder le silence, quand agir et quand simplement observer. Ce contrôle ne te retire pas ton humanité, il te donne du pouvoir. Les neurosciences modernes confirment ce que les philosophes anciens soupçonnaient déjà. Ton cerveau change avec ce que tu pratiques. Si tu entraînes le calme, il se renforce. Si tu pratiques la plainte, elle devient ton reflet. Chaque pensée répétée reconfigure ton esprit, comme un architecte qui façonne un nouveau design. Tu ne peux pas construire la grandeur avec des pensées pauvres. Tu ne peux pas aspirer à la liberté si ton esprit est dominé par la peur. C'est pourquoi construire ton empire mental nécessite discipline, vigilance et but. Construire l'empire de ton esprit est un acte de pouvoir silencieux. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Il n'y a pas d'architecte externe, pas d'outils étrangers, seulement ta volonté et ta discipline. Chaque jour, tu peux choisir entre construire ou démolir. Si tu te parles clairement, si tu contrôles tes pensées, si tu alignes tes actions avec tes principes, ton esprit deviendra une forteresse capable de résister à n'importe quelle tempête. Et lorsque tu y parviens, le monde extérieur cesse de t'intimider, car tu sais que ton véritable royaume n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Là où règne le calme, la clarté et la force de celui qui a appris à dominer son propre empire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.